Bonjour. Force est de constater que nous avons souvent beaucoup d'idées préconçues. On aborde rarement un domaine avec une idée vierge de représentation. L'idée de ce terra incognita, c'est vraiment de fonctionner avec le moins d'a priori possible, le moins de croyances, en s'appuyant le moins possible sur notre mémoire, et en se basant beaucoup plus sur le ressenti et l'intuition. La mémoire et l'intuition sont deux choses qui s'opposent quasi radicalement. La mémoire, c'est une construction sur laquelle se base l'intellect pour reproduire et s'appuyer sur le passé, pour préméditer ou en tout cas prévoir ce que va être l'avenir. L'intuition, c'est l'expérience directe, présente du ressenti et des besoins. Terra incognita, c'est vraiment le but, son but premier, c'est de nous amener dans des zones que nous ne connaissons pas, dans lesquelles la mémoire ne va pas pouvoir s'exprimer et nous permettre d'expérimenter quelque chose d'autre. Dans ce cadre-là, je m'étais rendu compte bien avant, qu'il y avait souvent beaucoup d'a priori par rapport au changement de mode de vie. Quand on prononce des mots tels que frugivore, crudivore, hygiénisme, il y a beaucoup de représentations. Et il y a quelqu'un, Hervé Daudet, qui a une chaîne sur YouTube, qui m'a lancé il y a 2-3 jours une petite proposition. Il m'a dit, écoute, si tu veux, je pose sur ma chaîne, je demande aux gens de te poser les 3 questions qui les intéressent le plus, et puis en fonction des votes, je retiendrai les 3 questions qui ont reçu le plus de suffrages et je te les enverrai. Ça m'a paru intéressant parce que ce sont des personnes qui, a priori, ne sont pas totalement investies, n'ont pas encore saisi complètement le message, pas encore saisi complètement, il pourrait y avoir un facteur de qualitatif, non, qui ne se sont pas encore intéressés à ça, qui le voient de l'extérieur et qui se posent des questions, et ces questions me paraissaient extrêmement révélatrices. Alors je vous les livre aujourd'hui parce que je pense que ça permet vraiment de déconstruire nombre de représentations d'a priori, de se rendre compte qu'on fonctionne la plupart du temps à partir d'idées préconçues. Quand arrivons-nous enfin à appréhender les choses avec un regard neuf, un regard vierge de représentation et d'idées? C'est très difficile, le ressenti peut nous y permettre et Terra Incognita est là pour ça. Alors on prend ces 3 questions, je m'étais engagé à y répondre en 5 minutes pour chacune. Je pense que je vais avoir beaucoup de mal. On va faire court. Question de Mélanie. Thierry, comment comptes-tu t'y prendre pour guérir des personnes ayant de grosses carences en fer, vitamines, minéraux, oligo-éléments, acides aminés, donc gravement malades, polyhandicapés, moteurs et cérébrales, épilepsie, autisme, cancer, intoxiqués aux métaux lourds, pour satisfaire leurs besoins qu'avec des légumes, sachant que les légumes poussent sur des sols plus qu'appauvris à l'heure actuelle, sachant que les fruits entiers, voire pire sous forme de jus, sans compter les céréales hydrates de carbone, sont en principe à bannir pour éviter la prolifération du candida rendu sous la forme de champignons. Sans parler qu'avec tout cela, il faut penser à réparer ce qui a été détruit, paroi intestinale, etc., cerveau. Le tout sans avoir faim encore après un repas. Alors je te remercie pour ta question Mélanie. Donc déjà, Thierry, comment comptes-tu t'y prendre pour guérir des personnes ayant de grosses carences? Donc une chose qui est claire, c'est que ni moi, ni personne sur Terre, j'en suis persuadé, ne peut guérir quiconque. On peut, à la limite, apporter des informations qui vont permettre à la personne de faire des choix qui vont peut-être permettre la guérison, mais la guérison, c'est pas l'affaire d'une personne. La guérison, c'est le fruit d'un processus qu'on appelle l'homéostasie dans le corps, c'est-à-dire tous les processus régulateurs qui sont dans le corps. La guérison ne tient que dans le corps. Il n'y a aucun thérapeute, il n'y a aucune personne dans le monde qui ne pourra vous guérir. En tout cas, pas de personne qui soit présente actuellement. Par contre, il y a des personnes qui vont pouvoir vous donner des indications de manière à, en vous fiant sur votre ressenti, mener des actions qui vont vous conduire à avoir des choix qui vont être adéquats pour votre hygiène de vie. Mais vraiment, je n'ai jamais guéri personne et je n'ai jamais vu un quelconque thérapeute guérir quiconque. Et un médecin non plus. D'ailleurs, un médecin, les médecins suppriment les symptômes, ont une science qui permette de supprimer les symptômes. On ne parle absolument pas de guérison, on parle de suppression des symptômes. Ce n'est pas de la guérison. Si c'était de la guérison, les gens ne seraient pas dans l'état où ils sont actuellement. La médecine actuelle est la suppression du symptôme, et même pour la guérison n'est pas l'apanage d'une personne. Alors, comment comptes-tu t'y prendre pour guérir des personnes ayant de grosses carences en fer, vitamines, minéraux, oligo-éléments, acides aminés, et donc gravement malades, polyhandicapés, moteur et cérébral, épilepsie, autisme, cancer, intoxiqués aux métaux lourds. Donc ça, c'est des choses extrêmement variées. Il y a quand même un spectre. Autant le but final, la régénération, est commun à tout le monde, autant les chemins pour y arriver vont être différents. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à tout exhaustivement. Tu me parles de carence en fer.
en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments et en acides aminés. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, les carences en fer, bon, à part que ça soit une carence d'apport, auquel cas, ben, effectivement, des fruits et des légumes vont être la meilleure des réponses absolues, hein, et c'est souvent suffisant pour la plupart des gens, particulièrement si on consomme les légumes en jus, elles vont être la meilleure réponse absolue à ces problèmes de carence, simplement parce que notre alimentation est appauvrie à l'extrême, elle est dévitalisée, il n'y a plus d'éléments vivants, d'éléments végétaux crus dedans, qui contiennent toute la vitalité, les vitamines et les minéraux que l'on puisse espérer. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la capacité du corps à voir ces produits-là, les fers, les vitamines, les minéraux qui sont dans ton bol alimentaire passer dans le milieu intérieur, c'est-à-dire traverser la barrière intestinale, dépend de ce qu'on appelle le microbiote intestinal, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries qui sont présentes à la surface de tes intestins et qui vont conditionner ce passage, s'agripper, les transformer, les métaboliser. Par exemple, on sait très bien que une dysbiose intestinale conduit à une chélation du fer, c'est-à-dire que le fer, littéralement, avant de pouvoir passer dans le milieu intérieur, eh bien, il est absorbé, il est utilisé par des bactéries pathogènes qui vont le consommer pour leur propre bénéfice et qui vont t'en priver à toi. Donc, l'important n'est pas ce que tu manges, l'important est ce que tu peux utiliser. On se retrouve souvent avec des personnes qui sont en carence vitaminique, d'oligo-éléments, non pas par carence d'apport, mais par carence de capacité d'utilisation. On en revient toujours à une congestion forte du milieu intérieur et une dysbiose intestinale. Pourquoi? Parce qu'on raisonne toujours en matière de ce que l'on met dans la bouche. Or, ce qui est important, c'est qu'est-ce qui arrive aux cellules directement apportées par le sang, tous ces matériaux apportés par le sang. Et qu'est-ce qui arrive aux cellules? Eh ce qui peut arriver aux cellules, c'est ce qui aura traversé tout le milieu intérieur qui est plus ou moins congestionné, et c'est tout ce qui aura pu traverser la membrane intestinale. Et pour traverser la membrane intestinale, il faut passer une première barrière qui est le microbiote, cet ensemble de bactéries. Cet ensemble de bactéries est déséquilibré, il va chélater, il va s'approprier, il va se nourrir littéralement des vitamines et des minéraux qui auraient dû vous nourrir à vous, entre guillemets, en interne. Donc pour tous les phénomènes de carence, voilà une réponse globale. Polyhandicapé, moteur et cérébral, épilepsie, autisme. Alors épilepsie et autisme, par exemple, on sait de plus en plus que là, pour le coup, on est vraiment dans un phénomène intestinal, de dysbiose intestinale. C'est de la toxicité directe des intestins qui remonte via le nerf vague au niveau du système nerveux central. Cancer, quand on parle d'un cancer, on parle de personnes qui sont très fortement congestionnées, à tel point que les déchets se sont accumulés à l'intérieur même de la cellule et qu'on voit à la fois prolifération de champignons dans cette cellule, sous forme de candida albicans, et qu'on voit aussi une réaction de dégénérescence, c'est-à-dire de multiplication aberrante de la cellule pour répondre en conséquence de cette transformation du matériau propre qu'il y a à l'intérieur de la cellule. Et donc il faut permettre à la cellule de se nettoyer. Intoxiqué aux métaux lourds. Là, c'est plus compliqué. L'intoxication aux métaux lourds, le corps est peu outillé pour ça et on utilise d'habitude des plantes chélatrices ou des produits chélateurs pour éliminer tout ça. Pour satisfaire le besoin qu'avec des légumes, sachant que les légumes poussent sur des sols plus appauvris à l'heure actuelle, ok. Sachant que les fruits entiers, voire pire sous forme de jus, sans compter les céréales, sont en principe à bannir pour éviter la prolifération du candida rendu sous forme de champignons. Je ne crois pas que les fruits soient à bannir pour éviter la prolifération du candida sous forme de champignons. Le fruit est le produit naturel normal pour l'organisme. Je ne crois pas que les fruits soient à bannir en cas de candida albicans. Peut-être de manière très très ponctuelle, mais ici on comprend que le candida albicans n'est pas le problème, que c'est une conséquence. C'est une conséquence effectivement d'un déséquilibre profond et d'une accumulation de déchets dans le corps humain. On comprend que supprimer les fruits, de toute façon, si tu supprimes les fruits, sur quoi tu vas fonctionner? C'est un petit peu ta question, il me semble. Si tu supprimes les fruits, tu fonctionnes quoi? Sur les céréales. Les céréales sont des amidons, donc des sucres complexes, beaucoup plus difficiles à digérer que les fruits, surtout si on a un pancréas qui commence à être fatigué, qui produit peu d'enzymes, surtout si notre microbiote intestinal est déséquilibré lui aussi et produit peu d'enzymes digestifs. Et donc à ce moment-là, on va d'autant moins bien les digérer. Et donc au final, qu'est-ce qui va se passer? D'autant plus de fermentation et de prolifération de candida albicans. D'autant plus que ces sucres complexes se comportent comme des cols qui vont venir coller aux parois de l'intestin. Donc je pense que ce n'est pas un problème en soi. Sans parler qu'avec tout ça, il faut penser à réparer ce qui a été détruit, parois intestinales, cerveau. Le tout sans avoir encore faim après un repas. Alors donc je comprends ta question, tu me dis mais qu'est-ce qu'on peut manger à part des fruits et des légumes? Je vais te dire, de toute façon, regarde, qu'est-ce qu'on mange d'habitude? On mange des fruits, des légumes, pas tant que ça, des céréales en très 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 grande quantité, et en cas de dysbiose intestinale, en cas de candidose, en cas de maladies diverses, c'est certainement pas les céréales qui vont apporter une solution. Elles demandent beaucoup plus d'énergie que les fruits pour être digérées.
elle se décompose beaucoup moins bien et amène à énormément de fermentation et de prolifération. Il y a beaucoup moins d'énergie hein, qui est stockée dans ces produits-là. C'est des produits de grande conservation. Ce pas des produits qui sont faits pour l'humain. Nous ne sommes pas granivores, nous ne sommes pas habitués, nous ne sommes pas prévus pour consommer ces produits-là. Qu'est-ce qui nous reste ensuite? Eh bien, il nous reste les produits animaux. C'est tout. Donc, tu ne vas pas te faire une diète uniquement sur les produits animaux. Et regarde un petit peu ce qu'il y a dans notre alimentation. À part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je veux dire, c'est les fruits, les légumes, bah, oui, t'as tout. Les fruits. Peut-être que la difficulté, et ce que je ressens beaucoup et que je ressens très très souvent, c'est que pour bon nombre de gens, quand on dit fruits, on pense uniquement fruits sucrés juteux. Et mais les fruits, les olives, les avocats, la noix de coco, les amandes, les noix, tout ça c'est des fruits gras et ça apporte de la matière grasse. Donc au final, à part des fruits, des légumes et des produits animaux, je vois pas ce que tu as qui soit naturellement adapté à l'être humain. Les produits animaux en très petite quantité et particulièrement situés en phase de cancer et d'acidification massive, les produits animaux sont certainement la dernière des choses à envisager. Et ça, j'évacue complètement le côté éthique, hein, je parle au point de vue physiologique uniquement. Mais voilà ce que je pourrais apporter comme réponse, c'est que comment est-ce que la plupart des maladies vont être, entre guillemets, guéries avec des fruits et des légumes, voire un petit peu de produits animaux de temps en temps? Ben c'est parce que de toute façon, c'est notre seule alimentation. Et que le problème, c'est qu'on ne les consomme pas, ces produits-là. On consomme des produits dénaturés, transformés, remplis d'adjuvants, remplis d'additifs alimentaires. On consomme énormément de céréales. La plupart des gens fonctionnent à 80% sur des céréales, du riz, du blé, transformés sur des tas de couleurs, mais au final, ça reste toujours les mêmes produits. Et que les céréales sont le produit le moins adapté à l'alimentation humaine qu'on puisse imaginer. On n'est pas du tout fait pour les céréales. Et c'est ce qui conduit à tous les phénomènes de dysbiose, dysfonctionnement, d'encrassement, de congestion à l'échelle du corps humain. Voilà la réponse que je pourrais apporter. J'ai l'impression que dans le domaine du crudivorisme, et je ne m'en étais pas rendu compte avant à ce point-là, il y a une espèce d'opprobre qui est mise sur les produits gras. Il ne faudrait pas consommer de produits gras. Mais je veux dire, dans les fruits, tu as tous les produits gras que tu veux. De toute façon, les produits gras, tu as les produits gras animaux, les produits gras végétaux. Les produits gras végétaux sont des fruits. Des fruits ou des graines oléagineuses, comme le sésame, comme le lin, et ainsi de suite. Mais voilà, ce sont des fruits. Et bienvenue pour les consommer. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question, Mélanie. Mais là encore, hein, c'est beaucoup de représentations. Si on dit des fruits et des légumes, on pense à des salades et puis des salades et des bananes. Il n'y a pas que les salades et les bananes quand on parle de fruits et de légumes. Il y a toute une palette extraordinaire de produits. Question de Mario. Voilà ma question, Thierry. Si l'extracteur de jus n'existait pas, quels seraient tes conseils de santé? Alors ça aussi, on a toujours l'impression que réformer son alimentation passe par les extracteurs de jus obligatoirement. D'après moi, c'est un formidable accélérateur dans le sens où ça permet une amélioration de la reminéralisation en apportant un très fort contenu minéral sans avoir les fibres. Les fibres, pour les personnes qui ont les intestins fatigués, irrités au départ, peuvent être extrêmement irritantes. Qui plus est, s'il y a une dysbiose, s'il y a un déséquilibre de la flore intestinale, ces fibres vont fermenter et ne vont que faire aggraver le problème. C'est pour ça que amener des minéraux et des vitamines en quantité colossale sans les fibres, ça me paraît, et l'expérience le confirme, la meilleure des options. Et des milliers de personnes qui ont adopté l'extracteur de jus se rendent compte que c'est un formidable tremplin. C'est un tremplin. Ce n'est pas indispensable. Quel serait le meilleur conseil santé? Le premier meilleur conseil santé que je donnerais, c'est s'abstenir de manger de temps en temps. Arrêter de manger. Arrêter de manger de temps en temps, faire un jour de jeûne, un jour, 2 jours de jeûne ou de diète stricte. D'après moi, limiter son bol alimentaire pour optimiser le fonctionnement du corps, c'est la meilleure des options. Je crois que c'est le premier et unique conseil santé, c'est d'arrêter d'engouffrer en permanence, de solliciter la machine, une machine qui est déjà épuisée au niveau du système nerveux. Ça serait le premier conseil santé. Le deuxième conseil santé, ça serait de se coucher tôt. De se coucher relativement tôt et le plus tôt possible, 8-9 heures, ça serait déjà pas mal si on arrivait à se coucher à 8-9 heures le soir. On va dire, mais c'est impossible. Et pourtant, ça semble correspondre particulièrement en hiver à un rythme normal pour l'individu. Se coucher tôt, ne pas rester assis en permanence pendant la journée et avoir une activité physique qui soit suffisante, jeûner de temps en temps. Donc tu vois, il n'y a pas d'extracteur de jus là-dedans, et ça serait après avoir une alimentation qui est physiologiquement adaptée à l'être humain, c'est-à-dire basée sur les fruits et les légumes majoritairement, crus au maximum si possible en fonction de l'état physiologique de l'individu. Voilà, pour le coup la question était
était relativement courte. Mais on ne mesure pas, on est toujours en train de penser en termes de plus, rajouter ceci, qu'est-ce qu'il faut que je prenne pour ça, qu'est-ce qu'il faut que je prenne pour telle maladie, telle maladie, telle maladie, telle maladie. Mais c'est juste parce que, en fait, on ignore encore et encore la capacité propre du corps à se guérir par lui-même et que la guérison ne vient que du corps et qu'il n'y a jamais eu d'autre guérison que la guérison du corps. Et que ce n'est pas des produits qui vont amener à la guérison. Les produits qu'on va pouvoir prendre, des plantes, si elles sont finement dosées et finement ajustées à la personne, les soins adjuvants vont pouvoir accompagner, aider, faciliter, mais en aucun cas, ils le feront. Ce qui fait, si tu as un individu qui a un système nerveux qui est HS, électroencéphalogramme plat, tu n'as plus rien, tu auras beau lui mettre tous les compléments, tous les soins que tu veux, ça ne redémarrera pas. C'est-à-dire que ces compléments, ils vont venir agir sur un terrain. Si ce terrain, il n'y a plus rien, eh bien, ça ne sert à rien. C'est un peu comme si tu veux faire passer de l'électricité par une ampoule qui a le filament cassé. Bien sûr qu'il faut faire passer de l'électricité, mais si le filament est cassé, ton ampoule, elle ne s'illuminera pas. Tu auras beau mettre toute la tension que tu veux au bord de ton ampoule. Ben là, c'est un petit peu pareil. Et donc, c'est vraiment la capacité propre du corps à se guérir à partir du courant, à partir des éléments qu'on va pouvoir lui apporter. Donc, les éléments, c'est l'alimentation, c'est le sommeil, c'est l'activité physique, c'est les relations sociales avec les autres, c'est les implications, c'est ce que l'on fait dans notre vie, bien sûr, c'est l'alimentation, bien sûr, en grande partie, c'est le soleil, oui, bien sûr, en grande partie, et ce sont tous ces paramètres qui vont venir alimenter un corps qui, à partir de ces éléments-là, va faire sa propre chimie interne, que nous sommes très loin de comprendre, et qui va permettre la guérison, qui va permettre la réparation, à partir du moment où on lui donne les matériaux et les conditions propres. Donc, si l'extracteur de jus n'existait pas, quels seraient les conseils de santé? Sommeil, exercice physique et abstinence de temps en temps. Faire une petite journée de jeûne ou faire du jeûne jusqu'à midi, histoire de laisser l'organisme un peu au repos, arrêter de gaver sans cesse. Cécile et Steph, ne penses-tu pas qu'il faille systématiquement mettre en garde que le régime frugi provoque des risques de diabète et que le fait de ne plus mastiquer entraîne la chute dentaire, que les fibres sont essentielles pour l'équilibre du biote intestinal? Alors, je ne pense pas qu'il faille mettre en garde que le régime frugi provoque des risques de diabète. Je pense que c'est tout le contraire. Je ne le pense pas. C'est pas une question que je le pense, c'est que je le vois sans cesse. Et les témoignages sur le livre d'or de Vivre cru régénère le prouvent. Le régime frugivore. Alors, qui dit frugivore? Qu'est-ce que ça veut dire un régime frugivore? Pour moi, un régime frugivore, ça veut juste dire un régime alimentaire basé sur les besoins spécifiques de l'espèce. On sait qu'une vache, eh bien, son besoin spécifique de l'espèce, c'est de manger de l'herbe. Et pour l'humain, on ne s'est jamais posé la question. On n'est pas physiologiquement adapté à manger des McDo. Ça, c'est clair de ce côté-là. C'est même un facteur de dégénérescence majeur. Et par contre, on est fait pour manger des fruits, des légumes, et physiologiquement, on est adapté à une petite quantité de produits animaux. Voilà ce qui est l'évidence de notre biologie. C'est pas une question d'opinion, c'est pas une question d'état d'esprit. Le régime frugivore provoque des risques de diabète. Non, c'est absolument faux. S'il y a une épidémie de diabète actuellement dans le monde, et quand je parle d'épidémie, le mot est faible, c'est certainement pas parce que le monde entier s'est mis à un régime frugivore basé sur les fruits et les légumes crus, mais parce que le monde entier est épuisé, premièrement, et que la première cause du diabète, c'est l'épuisement, qui conduit à des surproductions de cortisol qui crée une résistance à l'insuline, et deuxièmement, épuisement du pancréas et de la capacité du pancréas à produire de l'insuline de manière correcte, et engorgement complet du système. Donc c'est un phénomène de résistance aux hormones, phénomène d'engorgement du système, et on sait très très bien qu'un régime crudivore, frugivore majoritairement, amène pour la plupart des diabétiques, alors diabète de type 2, ça va relativement vite, il y a pas mal de films sur internet, même tu peux te tourner, il y en a un qui s'appelle Reversing Diabetes in 30 Days, donc renverser le diabète en 30 jours. Et effectivement, ça va aussi vite que ça. Des personnes qui étaient traitées comme diabétiques de type 2 pendant plusieurs des dizaines d'années, mais d'un seul coup découvrent qu'en fait, c'était qu'une illusion liée à un mauvais mode de fonctionnement au niveau alimentaire. Particulièrement les sucres complexes, les céréales, sont d'autant plus difficiles à digérer pour ces personnes-là. Ils vont demander une charge en insuline bien supérieure à celle que demandent les fruits. Donc c'est faux, le régime frugivore ne provoque pas des risques de diabète. Le fait de ne plus mastiquer entraîne la chute dentaire. Alors là, tu vois, là aussi, ça me surprend énormément. Je ne comprends pas comment on peut penser qu'un régime basé sur les fruits et légumes va permettre de ne pas mastiquer, surtout s'ils sont crus. Il n'y a jamais plus de mastication que si tu manges des fruits et des légumes crus. Tu mastiques tout le temps. Je pense que, sous-jacent à cette question, il y a l'impression qui est prégnante chez les personnes que le but, c'est de vivre en buvant que des jus.
Mais enfin, en tout cas, pour moi, il n'a jamais été le propos. Il y a des personnes qui se font des cures extensives hein, de jus pour reminéraliser à fond, mais c'est pensé comme des cures de détoxination, de spécifiques. Mais notre régime alimentaire normal, c'est de manger des fruits et des légumes. On peut consommer des jus en plus. C'est un plus hein, qui vient se surajouter, qui ne remplace pas, qui ne se substitue pas. C'est pour ça que souvent on me dit, oui, mais hein, si tu consommes des jus, tu vas plus mastiquer. Mais non, mais tu fais les deux, quoi. Tu fais les deux. Tu ajoutes des jus à ton mode alimentaire basé sur les fruits et les légumes. Et il n'y a pas plus apte à la mastication que les fruits et légumes crus. Alors là, de ce côté-là, ce n'est pas les bouillies qu'on nous sert sous forme de purée, de céréales ultra cuites, hein, dans lesquelles les fibres ont complètement dissociées, qui peuvent rivaliser avec les fruits et les légumes. Donc, il n'y a pas plus entraînant et structurant pour la mâchoire qu'un régime crudivore, frugivore, dans lequel il y a beaucoup de produits crus. Ça ne provoque pas les risques de diabète. Les fibres sont essentielles pour l'équilibre du biote intestinal, absolument, elles sont même primordiales, et notre alimentation, la plupart du temps, est dépourvue de fibres. Il faut bien comprendre que la majorité du monde vit sur un régime qui les rend profondément malades. Alors, qu'on pose des questions quand on propose un nouveau modèle, ça me paraît normal, ça me paraît tout à fait normal, mais il faut bien comprendre que le diabète, hein, c'est pas les choix alimentaires en termes de fruits et de légumes qui ont conduit au diabète, c'est les choix alimentaires en termes d'alimentation complètement anormale, on va dire, pour l'individu, qui a conduit au diabète et qui conduit aux épidémies actuelles. C'est ce qui conduit aussi aux problèmes dentaires, c'est ce qui conduit à tout ça. Donc, faire le choix d'un régime beaucoup plus basé sur les fruits et les légumes, et entendons-nous bien, il s'agit de faire le choix d'un régime beaucoup plus basé sur les fruits et les légumes. Après, le rythme, la quantité, c'est à chacun de se déterminer. Je crois que l'un des plus gros risques, et je voudrais terminer par ça pour éviter de faire une vidéo trop longue, l'un des plus gros risques est de rentrer en religion. Terra incognita, ce que je propose pendant 3 semaines, ce que nous proposons pendant 3 semaines, c'est l'inverse d'une démarche religieuse. Une démarche religieuse, elle prend quelque chose, elle voudrait que ça réponde à tout systématiquement, et elle le prend d'une manière totale, c'est-à-dire qu'il faut tout faire tout de suite, maintenant. Il n'y a pas de progressivité, il n'y a pas d'adaptabilité aux individus, c'est un dogme et qui n'a aucune, qui a un côté un petit peu monolithique. Hein. C'est pas un dogme qui est proposé dans ces vidéos et dans ce mouvement Régénère. C'est absolument pas un dogme, c'est un appel. C'est un appel à ce que chacun ressente ses vrais propres besoins, revienne aux besoins de son corps en matière d'alimentation, au rythme qui lui convient, avec l'agenda qui lui convient. Il ne s'agit pas d'être uniquement à manger des fruits. Ça ne veut rien dire si ça ne correspond pas à tes besoins du moment et si à ce moment-là, toi, tu as plus besoin de reconstruction, c'est-à-dire de consommer plus de légumes et de produits gras, eh ben, si tu consommes que des fruits juteux, ça va être catastrophique pour ton corps. Et donc, le but, c'est de vraiment revenir à ce ressenti. Régénère, c'est considérer que si nous sommes aussi mal actuellement, physiologiquement, physiquement, on va dire, hein, mentalement, hein, spirituellement, si nous sommes aussi perdus, désespérés, déprimés et malades, hein, avec des corps dégénérés, fatigués, hein, ben, c'est le fruit de nos choix de vie jusqu'à présent. Et il s'agit bien de prendre une autre direction. C'est juste ça. Donc le diabète, c'est le fruit de notre mode de vie actuel et non pas d'un mode de vie basé sur les fruits et les légumes. Le déchaussement dentaire, c'est le fruit de notre mode de vie actuel. Les cancers, c'est le fruit de notre mode de vie actuel. D'ailleurs, on sait que toutes ces maladies-là, entre guillemets, n'existaient pas hein, dans les périodes préhistoriques. Elles sont apparues avec les céréales, hein, qui sont vraiment le poison de l'humanité, contrairement à ce qu'on a voulu nous persuader. Et de considérer que c'est là où il y a un véritable challenge. Voilà. J'espère que j'aurai répondu à ces questions. Je pense que c'est des questions auxquelles ceux qui ont déjà fait le début de la démarche sont souvent confrontés. C'est, vous voyez, toujours pareil, des représentations a priori. C'est-à-dire le régime cru, c'est que des jus. C'est faux, c'est absolument faux. C'est rien du tout d'ailleurs. C'est à chacun de se faire son propre programme à partir d'une palette et à partir d'une question surtout. Question, qu'est-ce qui est approprié à l'individu? Quelle est la véritable nourriture de l'individu? Et cette question, elle est posée à chacun de nous et c'est à chacun de nous d'y répondre à partir des informations qui lui sont proposées. Je vous souhaite une formidable terra incognita, une exploration de cette question chaque jour davantage pour arriver à venir directement au cœur de vos besoins qui chaque jour évoluent. Et c'est pour ça que personne ne pourra vous permettre, en vous donnant un programme, de coller à vos besoins propres, sinon le ressenti. Belle journée, bonne terra incognita.